Donc ce soir, en partenariat avec la Société française d'études de la céramique orientale, eh bien, nous avons la joie d'accueillir donc Marie-Laure de Rochebrune, conservateur général honoraire du patrimoine du château de Versailles. Alors, diplômée de l'école du Louvre, titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art à Paris 4, la Sorbonne, notre intervenante commence sa carrière au musée du Louvre, en qualité de conservateur au département des objets d'art de 97 à 2010. Alors, elle contribue au rayonnement de notre pays en sa qualité de commissaire de nombreuses expositions, donc organisées tant en France qu'à l'étranger. Alors, citons en 2008 le goût à la grecque, le début du néoclassicisme en France 1750-1775, au Palais Royal de Madrid, au Musée Gulbenkian de Lisbonne et à la Pinacothèque nationale d'Athènes. Alors à Tokyo également en 2010, une exposition, La porcelaine de Sèvres comme arme diplomatique. Alors depuis 2010, Marie-Laure exerce les fonctions prestigieuses de conservateur responsable de la gestion des collections de céramique européenne et extrême-orientale du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Alors là aussi, elle a été commissaire de plusieurs expositions remarquées. Citons en 2012 Splendeur de la peinture sur porcelaine au XVIIIe siècle, Charles-Nicolas Daudin et la manufacture de Vincennes-Sèvres. Alors elle est la spécialiste reconnue de Daudin depuis plus de 20 ans. Et en 2014, alors la Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle. Et en 2019, citons également, avec Vincent Bastien, l'exposition Le goût de Marie Lesinska. Alors depuis 98, Marie-Laure est chargée de cours à l'école du Louvre. Elle a été membre du conseil de notre société d'amis et du comité de lecture de notre revue Sèvres. Alors l'inventaire des travaux donne le vertige au docteur en histoire de l'art que je suis. Marie-Laure est l'auteur d'une cinquantaine d'articles scientifiques sur les arts du feu, sur leur représentation en peinture, sur le verre également, sur la porcelaine, sur les collectionneurs de pièces spectaculaires produites à Sèvres au XVIIIe. J'ai pu recenser 23 catalogues d'expositions et 8 ouvrages auxquels notre intervenante a contribué, dont celui le plus récent consacré à la Live de Julie, tout à fait remarquable. Alors depuis 2014, c'est à la Chine que Marie-Laure s'est intéressée, alors que ce soit en vue de la préparation de l'exposition La Chine à Versailles, que ce soit à l'occasion de recherches sur l'écho des inventions chinoises de Boucher dans les arts décoratifs du XVIIIe siècle. Je vous rappelle l'exposition Boucher au Musée des Beaux-Arts de Besançon en 2019, ou encore par son étude sur les porcelaines de Sèvres envoyées en Chine en guise de cadeau diplomatique par les souverains français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, pour célébrer en 2024 le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la France, eh bien Marie-Laure, avec l'aide de Vincent Bastien, ont enfin ébloui, on peut le dire, la Chine, et moi également, par une fabuleuse exposition, d'abord organisée à la Cité interdite de Pékin, et qui a suivi ensuite à Hong Kong au Palace Museum, visant à célébrer les échanges entre la Chine et la France au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, nous remercions Marie-Laure de faire revivre pour nous ce soir ces moments extraordinaires. À vous, Marie-Laure, nous vous remercions chaleureusement. Merci beaucoup, Catherine, pour ces mots très aimables et beaucoup trop élogieux. C'est vrai que cette exposition à Pékin a été une très belle aventure et sa suite inattendue à Hong Kong l'a été également et m'a menée dans des chemins que je ne pensais pas traverser un jour. Et ces deux expositions nous ont permis de faire des petites découvertes que je vais tenter de vous raconter ce soir, notamment. Voilà. Alors, je suis venue effectivement à la Chine par la porcelaine, évidemment, comme tout à chacun. On ne peut pas s'intéresser à la porcelaine sans s'intéresser à la Chine, qui est la maison mère de la porcelaine. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre maintenant mon PowerPoint. Voilà. Un grand merci, Catherine, pour votre invitation. Donc, vous avez souhaité que ce soir, je vous parle de cette exposition dont j'ai été le
le co-commissaire à Pékin au printemps dernier avec Monsieur Guo Fuxiang, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est conservateur à la Cité interdite. Cette exposition s'est tenue dans le pavillon de la Brillance littéraire, un très beau bâtiment datant du XVIIIe siècle, situé au centre-est de la Cité interdite. Alors, cette exposition reprenait dans les... Je n'étais pas sur les bonnes images, voilà. Cette exposition donc s'est déroulée à la Cité interdite dans ce pavillon dont vous voyez la façade d'entrée ici, qui est à peu près donc, au milieu de la Cité interdite. Cette exposition reprenait dans les grandes lignes une exposition que vous avez rappelée tout à l'heure, que j'avais organisée en 2014 à Versailles, avec l'aide précieuse d'Anne-Cécile Sourisseau et de Vincent Bastien, et qui s'intitulait La Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle. Vous avez ici le catalogue de l'exposition qui avait été réalisé à cette époque-là sous les yeux. Alors, en 2014, les trois principales sections de l'exposition étaient consacrées, d'une part, aux relations diplomatiques très particulières nouées entre la France et la Chine par le roi Louis XIV et au rôle éminent joué par les jésuites français envoyés en Chine par le roi. Et relations qui se révélèrent très fructueuses à différents niveaux, sur le plan des échanges scientifiques, diplomatiques, culturels, pendant près de 100 ans. La deuxième section était consacrée à la fascination de la cour de France, mais aussi des élites intellectuelles de ce temps et des grands amateurs de ce temps pour la Chine. Fascination illustrée par la célèbre phrase de Voltaire que vous avez sous les yeux: nous n'avons aucune maison en Europe dont l'antiquité soit aussi bien prouvée que celle de l'Empire de la Chine. Phrase qui était inclue dans le dictionnaire philosophique de 1764. Cette phrase constitue certainement l'un des plus vibrants hommages d'un Européen, d'un Français à l'Empire du Milieu au milieu du XVIIIe siècle. Et la troisième section était dédiée à l'influence de l'art chinois sur la France. À cette époque-là, je ne me doutais pas que les influences allaient dans les deux sens, et je vous en parlerai tout à l'heure. 10 ans plus tard, donc à l'occasion, vous l'avez rappelé, du 60e anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et la France à l'instigation du général de Gaulle, une partie de l'exposition de 2014 s'est donc tenue à la Cité interdite dans ce très joli pavillon qu'on appelle le pavillon de la Brillance littéraire. Donc, à la partie supérieure, vous avez la façade de l'entrée et en partie basse, la façade sur le jardin, très beau jardin chinois avec un magnifique rocher percé, très, très intéressant. C'était un événement diplomatique, vous l'avez rappelé. Alors, voilà, deux images de l'intérieur de ce pavillon de la Brillance littéraire, avec les deux grandes galeries consacrées notamment aux porcelaines chinoises et aux porcelaines françaises. Et voilà une image de l'inauguration. Événement diplomatique, je vous l'ai dit, ce qui a entraîné la présence de personnages importants, et notamment du ministre des Affaires étrangères de Angola, qui était M. Séjourné, mais également, qui se trouve ici, du ministre des Affaires de la Culture chinois, qui se trouve ici, et du directeur de la Cité interdite, bien sûr, d'autres présidents de Versailles, le Christophe Leribaud, qui venait d'être nommé, était présent, ainsi que Laurent Salomé, que vous pouvez reconnaître ici. Voilà. Donc, un événement important. Et puis, hôte de marque qui était présent également. Catherine Trouvet était présente ce jour-là, et c'était une grande joie de la voir à l'exposition. Donc, à Pékin, le propos de l'exposition de 2014 s'était enrichi d'œuvres précieuses appartenant au musée du Palais, à la Cité interdite et à d'autres institutions chinoises. Et ces œuvres furent l'objet entraînèrent des découvertes que je vais tenter de vous relater ici. L'une des plus extraordinaires étant la réapparition des deux vases peints par Dodin à décor de Ténière, offerts par Bertin au nom de Louis XV à l'empereur de Chine. Voilà. Je savais, je connaissais leur existence pour avoir publié la liste des cadeaux de Bertin, mais je ne me doutais pas que ceci était peint par Dodin. Et nous en reparlerons un petit peu plus loin. Alors, 6 mois plus tard, l'exposition s'est déroulée dans un cadre bien différent. Vous le voyez au musée du Palais de Hong Kong, qui est un musée extrêmement moderne, qui a 3 ans d'existence aujourd'hui,
Et donc avec une mise en scène évidemment très différente, puisque une misographie adaptée complètement au sujet. Et c'est là que je réalisais que s'il y avait une véritable fascination des Français pour la civilisation chinoise et qui avait conduit à de fructueux échanges, il y avait aussi une fascination de l'empereur de Chine, de la cour de Chine, pour les connaissances européennes. Alors on le savait dans le domaine scientifiques comme la géographie, la cartographie, l'astronomie. L'empereur était très admiratif de la science, de ces sciences européennes, mais l'empereur de Chine s'intéressait également à des techniques artistiques françaises et notamment qui n'étaient pas toujours bien maîtrisées par les artisans qui travaillaient pour lui notamment la technique de la gravure, l'art de l'émail et l'art du verre. Si bien que grâce à ces deux expositions, nous avons fait réciproquement des découvertes et je me suis aperçue donc que ces échanges allaient dans les deux sens, ce qui est tout à fait novateur et intéressant. Donc, je suivrai pour mon exposé la division tripartite que j'ai déjà évoquée. La première étant, je parlerai tout d'abord de ces relations très particulières entre nos deux pays à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, ensuite de la fascination des grands amateurs et de la cour de France pour la Chine, et puis ces influences réciproques seront l'objet de ma troisième partie. Alors, voilà l'intérieur, à quoi ressemblait l'exposition dans les salles du musée du Palais à Hong Kong. Vous voyez une atmosphère assez différente, une très belle muséographie extrêmement soignée et raffinée pour l'exposition. L'exposition s'est terminée il y a 3 semaines maintenant, un peu plus au début du mois de mai. Alors, on a coutume de dire que la perception de la Chine par les souverains français a changé sous le règne de Louis XIV, et c'est exact. Voilà, un portrait de Louis XIV qui était à l'exposition de Pékin, qui n'a pas pu aller malheureusement à Hong Kong, mais qui est un tableau auquel je tenais beaucoup. Il était aussi à l'exposition de 2014 à Versailles. C'est un tableau de Jean Garnier qui représente Louis XIV, protecteur à la arts, vous voyez, qui sont représentés à la fois par les instruments de musique, ce plan d'architecture, ce buste sculpté, et des sciences, avec quelques instruments scientifiques et notamment une sphère céleste. Et cette attitude de protecteur des arts et des sciences à laquelle tenait beaucoup Louis XIV, eh bien, l'empereur Kangxi y tenait également, et tous les deux montraient des goûts assez similaires dans ce domaine et partageaient ce même intérêt pour les arts et pour les sciences. Donc, ce tableau était très important pour moi parce que c'était vraiment l'introduction au sujet. Et c'est au temps de Louis XIV, donc à partir du règne personnel, que l'image qu'on avait de la Chine va changer. Jusque-là, on connaissait la Chine par le récit de Marco Polo, le livre des merveilles, qui avait été une véritable révélation pour les Européens, il faut bien le dire, jusqu'au XVIIe siècle. Mais ce livre donnait une image totalement idyllique, mais peut-être pas toujours très exacte de la Chine. Et à partir du règne de Louis XIV, eh bien, on reçoit des informations sur la Chine beaucoup plus précises, beaucoup plus intéressantes, qui sont envoyées par des jésuites européens. Et à la fin des années 1680, par des jésuites français, envoyés donc par Louis XIV en Chine. Et ces jésuites français, eh bien, ce sont les successeurs du fameux Matteo Ricci. Alors voilà, pardon, une photo d'un portrait de l'empereur Kangxi, qui est quasiment le contemporain de Louis XIV, en tout cas qui a des dates de règne très contemporaines et un règne très long comme Louis XIV. Donc ça, c'est tout à fait, ce sont des points communs entre les deux souverains. Voilà le livre, une image du livre de Marco Polo que vous connaissez sans doute. Et voilà les grands précurseurs de toute cette aventure, hein, le père Ricci, que vous avez ici à gauche, ensuite le père Schall et le père Verbiest. Le père Ricci, c'est ce jésuite italien qui est parvenu à Pékin à la fin du XVIe siècle et qui est mort à Pékin en 1610 et qui était un très très grand savant, à la fois sur le plan des mathématiques, de l'astronomie, et qui va instituer cette tradition de ces jésuites savants, astronomes, qui vont occuper une place importante à la cour de Chine. Et les jésuites français vont s'insérer dans cette tradition. Alors, nous allons le voir dans un instant. Alors pourquoi
comment les jésuites français sont-ils venus à partir en Chine? Eh bien, c'est parce qu'un événement s'est produit en 1684. En 1684, Louis XIV reçoit, le 15 septembre exactement, reçoit à Versailles un jésuite qui est flamand, le père Couplet, qui avait passé déjà de nombreuses années à la cour de Pékin. Et le père Couplet souhaitait accroître le nombre de jésuites français, enfin, faire venir des jésuites français en Chine, il n'y en avait pas encore à ce moment-là, et pour plusieurs raisons. Non seulement pour évangéliser l'Empire, mais aussi pour diriger, administrer le bureau impérial d'astronomie. C'était une administration très importante, très puissante, et sur laquelle les jésuites avaient la main depuis le début du XVIIe siècle. Donc, le père Couplet explique à Louis XIV tout l'intérêt qu'il pourrait retirer à envoyer des jésuites français en Chine. Alors, Couplet était accompagné de ce personnage qui était un jeune jésuite chinois qui s'était converti au catholicisme et qui s'appelait Shen Fuzhong. Et Shen Fuzhong a eu beaucoup de succès à la cour de Versailles quand il est venu. Et la mission du père Couplet a été un succès parce que d'abord il a offert à Louis XIV des livres chinois qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Il a su intéresser le roi à cet envoi en Chine de plusieurs jésuites. Il lui a fait comprendre tous les bénéfices que la France pourrait retirer de cet investissement humain et financier. Convertir le peuple chinois, c'était la priorité au christianisme, développer les connaissances françaises sur la Chine dans différents domaines, dans le domaine de la médecine, de la géographie, de l'astronomie, combattre la domination portugaise en matière de mission et enfin établir éventuellement une relation commerciale régulière avec l'Empire du Milieu de façon à combattre le monopole des Provinces-Unies qui, je vous le rappelle, depuis 1602 avait le monopole du commerce avec la Chine. Alors, à la suite de cette visite, Louis XIV décide de financer personnellement l'expédition en Chine de 6 jésuites français qui vont partir sous le nom de mathématiciens du roi, recommandés par l'Académie des sciences. Ceux-ci quittent Brest en 1685, dotés d'instruments scientifiques et astronomiques à l'attention de l'empereur Kangxi, et peut-être munis de cette... Alors, pardon, je n'ai pas réussi à trouver une bonne photo, mais vous avez sur la grande bannière de l'exposition cette magnifique montre qui a été une découverte au moment de l'exposition de l'horloger français parisien Isaac Turette, et qui, vous voyez, qui est aux Armes de France, et qui fait partie de ces cadeaux offerts par les pères jésuites à l'empereur Kangxi. Alors, sur les 6 jésuites, 5 sont parvenus jusqu'à Pékin en février 1688. Là, ils avaient fait escale au Siam pendant plusieurs mois et l'un d'entre eux, le père Tachard, était resté au Siam. Alors, les 5 jésuites portaient les noms suivants. Il y a le père de Fontanet, le père Bouvet, Gerbillon, Lecomte et le père de Visedelou. Voilà. Donc, 5 jésuites qui vont remplir magnifiquement les missions qui leur ont été confiées. Et grâce à leurs connaissances en mathématiques, en médecine, en astronomie, ils parviennent à gagner la confiance de l'empereur Kangxi. Et ils vont initier des travaux scientifiques de haut niveau qui auront des prolongements jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors l'un d'entre eux, devant le succès de l'œuvre de ces missionnaires, l'un d'entre eux, le père Bouvet, retourna en France en 1697 et revint en Chine une seconde fois et muni là encore de cadeaux pour l'empereur. Donc on ne sait pas toujours, à l'exposition de Pékin, il y avait plusieurs instruments scientifiques fabriqués à Paris, à l'exposition, présentés à l'exposition, notamment cet objet qui est signé de Butterfield à Paris. Butterfield, comme son nom ne l'indique pas, c'est un ingénieur français d'origine britannique, mais établi à Paris, qui est connu pour les instruments scientifiques. Plusieurs instruments étaient donc présentés à l'exposition et selon le père Gerbillon, il leur a été offert en 1691 par les jésuites à l'empereur Kangxi. Dans les objets offerts à Kangxi,
Si certains étaient déjà connus par différentes expositions, certains ne l'étaient pas, comme l'objet précédent que je vous ai montré. Et un objet qui nous a beaucoup intéressé et amusé, c'est cette horloge en marqueterie boule qui a été offerte alors, soit à la suite du premier voyage du père Bouvet, soit à la suite de son deuxième voyage. Cette pendule, le roi connaissait le goût de l'empereur de Chine pour les pendules et les horloges. Et donc, c'était un cadeau qui a plu certainement à l'empereur, mais il a nécessité des restaurations au XVIIIe siècle. Il a été restauré dans les ateliers horlogers de la Cité interdite. Et il y a une petite inscription ici qui signale cette restauration. Mais les artisans qui ont travaillé sur cette horloge ne maîtrisaient pas la technique de la marqueterie boule. Donc, ils ont choisi de restaurer les lacunes avec de la laque de Chine. Voilà. Donc, c'était un objet un peu étrange, mais tout à fait intéressant. Donc, l'empereur Kangxi se montre très bienveillant et accueillant à l'égard des jésuites qui lui donnent journellement des leçons de mathématiques, d'astronomie. Et il est reconnaissant, par exemple, au père de Fontanet de l'avoir guéri de la malaria en 1693 en lui administrant de la quinine. Les jésuites jouèrent aussi un rôle diplomatique intéressant. C'est grâce à l'entremise du père Gerbillon que fut signé le traité de Nertchinsk en 1689, qui régla le problème des frontières entre la Russie et la Chine pour longtemps. Le père Bouvet, donc déjà cité, fut l'un des premiers jésuites à célébrer cette bienveillance de l'empereur quand il revint en France en 1697 sur l'ordre de Kangxi pour là, tout simplement du succès vraiment de cette mission. Et à cette occasion, l'empereur Kangxi lui donna des livres chinois pour la bibliothèque de Louis XIV. Le père Bouvet est le premier des jésuites à comparer justement Kangxi à Louis XIV dans un ouvrage qu'il va faire imprimer à Paris, qui s'appelle Le portrait historique de l'empereur de Chine. Voilà la première page qui est avec une lettre introductive adressée à Louis XIV. Et cet ouvrage aura un certain retentissement. En 1692, alors voilà, cet ouvrage s'appelle donc Le portrait historique de l'empereur de Chine. Et en 1692, reconnaissant la qualité, les qualités humaines, les connaissances scientifiques des jésuites, eh bien l'empereur Kangxi promulgue un édit de tolérance envers le catholicisme qui est toléré à la cour des Qing au même titre que le bouddhisme et le taoïsme. C'est un événement extrêmement important qui n'est pas toujours connu des Européens. En 1700, nouvel événement, une mission jésuite française, indépendante de la mission portugaise, est créée et devait contribuer, là encore, pendant plusieurs décennies, à l'enrichissement des connaissances chinoises en matière de mathématiques, de cartographie et d'astronomie. Les missionnaires contribuèrent donc à répandre des connaissances scientifiques sur la Chine en Europe parce que, comme vous le savez sans doute, ils écrivaient beaucoup à leurs supérieurs restés, demeurés en Europe, et leurs lettres sont très précieuses et sont bourrées d'enseignements. Alors, l'une des plus célèbres, c'est cette lettre qui date de 1712, qui est la lettre du père d'Entrecolle, un des successeurs des premiers jésuites dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, qui décrit la fabrication de la porcelaine. Donc ça, c'est évidemment une lettre très importante pour nous tous. Mais ce succès des jésuites présents en Chine devait agacer également. Vous savez qu'elle a provoqué la jalousie d'abord de la mission jésuite portugaise qui n'avait plus la main sur la mission française. Elle a provoqué la jalousie de d'autres congrégations religieuses et ces divisions ont mené à ce qu'on appelle la querelle des rites et ont stoppé définitivement tout espoir de christianisation de la Chine et ont mené à la dissolution définitive en 1773 de la Compagnie de Jésus. Alors, il faut savoir que les jésuites présents en Chine, même après 1773, ont poursuivi leurs travaux
auprès de la cour. Mais évidemment, ils sont après les autres à la fin du XVIIIe siècle. Donc les récits des jésuites passionnent les Européens. Ils sont publiés dans un recueil qui s'appelle en 1700, à partir de 1702, qu'on appelle Les Lettres édifiantes et curieuses. Et on sait que Voltaire, donc qui admire beaucoup la Chine, prenait ses renseignements dans cet ouvrage. Quelques années plus tard, l'ensemble des lettres est intégré dans un livre encore plus important, qui est le livre du Père Duhalde, qui est lui-même un jésuite, et qui compile les lettres de ses confrères missionnaires. Et dans ce grand ouvrage, ça s'appelle La description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'empereur de la Chine. Je m'arrête là. Vous avez le titre sous les yeux, qui est publié pour une première fois à Paris en 1735, l'ouvrage du Père Duhalde, et réédité en 1770. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et on sait qu'à Versailles, plusieurs personnes, membres de la famille royale, possédaient des exemplaires de ce livre. Ce livre fourmillait d'informations, bien sûr, les observations des cartes très importantes. L'empereur de Chine admirait beaucoup la maîtrise de la cartographie dont disposaient les pères jésuites, qui étaient méconnus, sciences méconnues en Chine à cette époque-là. Donc ça impressionnait beaucoup l'empereur. Et donc un ouvrage bourré d'informations qui passionne les intellectuels européens et qui accroît l'enthousiasme des sinophiles. Alors, sous les règnes de Louis XV et Louis XVI, la mission jésuite en Chine demeure donc active, je vous l'ai dit, malgré la querelle des rites et la dissolution de la Compagnie de Jésus, grâce au soutien d'un personnage dont vous avez le portrait ici sous les yeux, très important dans cette affaire, qui est l'ancien contrôleur général des finances, Henri-Léonard Bertin, qui est un sinophile convaincu, comme vous le savez sans doute, très intéressé par les sciences, les techniques chinoises industrielles, agricoles et par les productions artistiques de la Chine. Et Bertin va soutenir avec beaucoup de ténacité les missions françaises, jésuites françaises en Chine, et sur le plan financier et sur le plan humain également. Et il publie, notamment, il va contribuer à la publication des mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages des Chinois, qui paraît en 1776 à Paris. Vous avez sur la page de gauche une gravure intéressante qui est une gravure qui représente l'empereur Qianlong, l'empereur de Chine qui règne à ce moment-là. Et cette gravure a été réalisée d'après un dessin du père Panzi, qui était un jésuite d'origine italienne présent à Pékin, qui a servi à un artisan de la manufacture de Sèvres, au peintre Asselin, de réaliser la plaque du portrait de l'empereur de Chine dont on parlera dans un instant. Ce dessin, malheureusement, de Panzi n'est plus connu aujourd'hui, mais on connaît son allure grâce à cette gravure qui illustre les mémoires financées par Bertin. Bertin s'efforce d'enrichir la bibliothèque royale aussi de livres chinois, sa propre bibliothèque très importante aussi. C'est un collectionneur, il se fait envoyer des objets chinois en grande quantité et sa bibliothèque très importante, et il va surtout entamer une correspondance extrêmement fournie, extrêmement régulière avec les jésuites présents en Chine, qui est une mine d'informations, bien entendu. Alors, Bertin s'efforce de faire envoyer en Chine des cadeaux à l'empereur au nom du roi. Alors, l'empereur de Chine à cette époque-là ne recevait pas d'ambassadeur, mais l'empereur ne reçoit pas de cadeaux des souverains étrangers, mais il accepte malgré tout de recevoir les cadeaux apportés par l'intermédiaire des pères jésuites. Et c'est donc une situation très unique dans la sphère européenne. Les Français sont les seuls à avoir ce contact un peu privilégié avec la Chine grâce à l'entre-gens des pères jésuites. Et Bertin a eu aussi une idée très intéressante. Il a soutenu notamment le voyage de deux pères jésuites chinois
en France, qui sont venus en France se former, qui ont étudié notamment au collège jésuite de La Flèche. Quand Ko et Yang vont repartir en Chine, eh bien, Bertin va leur donner un certain nombre d'objets très importants à destination de l'empereur. Donc Bertin, voilà, il voulait en savoir plus sur différentes techniques industrielles, agricoles, sur la façon dont on fabriquait la porcelaine, bien entendu, qui était le souci majeur de tous à ce moment-là, mais aussi des connaissances sur l'agriculture, sur la culture du riz, sur toutes sortes de choses un peu méconnues en Europe, et sur la production du thé, sur la production de la soie, bien entendu, tous ces domaines qui palpitaient les Européens. Et donc, c'est un grand cynophile et il a contribué vraiment à l'introduction de la cynophilie moderne en France. Alors, Bertin en 1764, confie aux deux jeunes jésuites chinois un certain nombre d'objets destinés à être offerts à l'empereur Tianlong. Et nous connaissions la liste de ces objets, en tout cas pour les porcelaines de Sèvres, grâce au registre de vente de la manufacture de Sèvres. Mais quelle ne fut notre surprise quand nous vîmes que les vases hollandais, notamment que vous avez sous les yeux, avaient été peints par mon cher ami Charles-Nicolas Daudin. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces vases, donc c'est vraiment une des découvertes de l'exposition qui m'a beaucoup touchée. Je ne pensais pas qu'il existait des pièces de Daudin en Chine jusqu'à cette date-là. C'était donc très, très nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces vases, alors on connaissait leur forme, on connaissait leur dimension, on savait qu'ils étaient à fond rose et vert grâce aux archives, mais euh, les archives ne donnaient pas le nom du peintre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces vases sont très proches, alors pardon pour cette mauvaise photo, mais de vases hollandais à fond rose et vert que possédait Bertin lui-même, qu'il acheta lui-même. Donc on voit que Bertin envoie à l'empereur de Chine des objets similaires à ceux qu'il achète pour lui-même, hein. Et Bertin étant un homme de goût, l'empereur a été tout à fait gâté. Voilà. Alors, vous savez que Bertin avait, depuis 1764, la manufacture de Sèvres dans son portefeuille ministériel, et c'est la raison pour laquelle, pour faire connaître la manufacture de Sèvres jusqu'en Chine, on envoie des pièces de porcelaine de Sèvres, sans doute pour aussi montrer à l'empereur de Chine que on fabrique en France une belle porcelaine, très, très différente évidemment, mais des objets qui sont totalement méconnus sans doute pour l'empereur. Alors, il y avait 19 pièces de porcelaine dans l'envoi de Bertin de 1764, 16 dont les deux que je viens de vous montrer, 10 pièces de sculpture et 2 pièces pour la toilette, voilà, acquises pour la somme de 4 560 livres. Mais il n'y avait pas, dans ces cadeaux de Bertin, il n'y avait pas que des pièces de porcelaine, il y avait aussi des tapisseries et notamment une tenture complète ce qu'on appelle la seconde tenture chinoise de Beauvais. Voilà une pièce ici qui est en France, qui fait partie des collections du Centre des musées nationaux, qui représente la pêche chinoise. Vous savez, c'est cette série de six pièces tissées d'après les esquisses de François Boucher, hein. C'était l'objet de l'exposition de Besançon évoquée tout à l'heure par Catherine. Eh bien, 6 pièces de cette tenture aux armes de France sont envoyées à l'empereur de Chine par l'intermédiaire de Ko et Yang. Et alors, on sait que Ko et Yang quitte la France en février 1765 sur un navire qui s'appelle le Duc de Choiseul. Ils sont parvenus 2 ans plus tard à Pékin. Donc, Ko et Yang vont s'acquitter de leur mission et ils offrent à l'empereur cette tenture complète. Et on sait par un récit d'un père jésuite que l'empereur a été très satisfait de ces tapisseries, les a beaucoup appréciées et qu'il fait même construire un pavillon de style européen dans le parc du Avignon, le palais d'été. Alors, pardonnez-moi pour cette très mauvaise photo, au nord-ouest de Pékin. Et voilà, un des jésuites écrit à Bertin, les tapisseries avec une partie des porcelaines ont été offertes à l'empereur au début de l'année par les pères jésuites. L'empereur fut plus particulièrement charmé par les tapisseries.
il veut faire construire une nouvelle maison dans le style français pour les exposer. Et en effet, un pavillon a été construit pour abriter la tenture complète. Elle y est restée jusqu'au sac du Palais d'été, triste mémoire, par les troupes françaises et britanniques en 1860. Alors, là aussi, nous avons fait, grâce à M. Go Fuxiang, une petite découverte. On dit toujours que toutes les tapisseries ont été volées par les Français et les Anglais. En réalité, sans doute que deux tapisseries sont parties en Europe et malheureusement ont été détruites, au moins l'une pendant l'incendie de la Commune. En réalité, les quatre autres sont restées, n'ont pas été volées, sont bien restées en Chine et elles sont conservées aujourd'hui au musée de Nankin. Ça, c'était une belle découverte. Alors, voilà une photo, pardon aussi pour la mauvaise qualité, mais c'est une photo des années 1930 de cette tapisserie de la danse chinoise qui est conservée à Nankin. Je n'ai pas eu accès à des photos plus récentes de ces tapisseries. Je n'ai pas pu voir ces tapisseries elles-mêmes, mais les photos étaient présentées à l'exposition. Et ça, c'est quand même une grande nouvelle pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la tapisserie. Et puis surtout, ça remet un petit peu du baume au cœur. Les Français n'ont pas été peut-être aussi vandales qu'on a bien voulu le dire en 1860. Alors, Bertin donc était soucieux de ses bonnes relations avec l'empereur et il a tenu aussi, il a été très soucieux du succès d'une commande. Il a su que l'empereur de Chine, l'empereur Qianlong, voulait faire graver des peintures réalisées à Pékin qui montraient les grandes victoires qu'il avait remportées sur de la Chine. Et il savait que les graveurs chinois n'avaient pas la maîtrise suffisante pour graver ces grandes peintures. Et donc, il veut s'adresser à la France pour cette entreprise. Et Bertin s'est occupé de toute cette aventure. Et les 16 gravures ont été réalisées à Paris sous la direction de Cochin et ont été envoyées en Chine. Et ça, c'est une très belle aventure vraiment intéressante entre nos deux pays également. Voilà. Euh, alors, à la fin du XVIIIe siècle, donc je vous le disais, les Français gardent une place importante à la cour de Chine, malgré la querelle des rites, malgré la dissolution de la Compagnie de Jésus. Et certains jésuites vont remplir encore d'autres missions dont nous n'avons pas parlé jusqu'à maintenant. Notamment, certains vont se révéler être des musiciens, des architectes, des ingénieurs hydrauliques et même des souffleurs de verre. Hein. Et on peut citer notamment le père Benoît, qui était un astronome, mais qui est devenu, par la force des choses, architecte et qui a contribué à la construction de certains pavillons, justement, du parc du Palais d'été et certains jeux d'eau du Palais d'été au nord de Pékin. Voilà, ça, tout cet aspect, donc c'était, voilà, on a repris la première partie de l'exposition de 2014 à Paris, mais vous voyez elle s'est beaucoup enrichie à Pékin grâce à la présence de certains objets scientifiques que nous ne connaissions pas. Nous savions qu'ils avaient été emportés par les pères jésuites, mais on ne les avait jamais vus. La redécouverte des porcelaines peintes par Dodin, vous voyez, et un certain nombre de choses qui ont renforcé vraiment nos connaissances sur cet aspect des relations entre la Chine et la France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, je voudrais maintenant aborder le deuxième point de cet exposé, constituait la deuxième partie de l'exposition de Pékin, qui était donc la fascination de la cour de Versailles et des grands amateurs français pour la Chine au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, cette fascination, elle commence très tôt, hein, elle commence, on peut le dire, même dans l'Antiquité, hein, ou au Moyen Âge, avec l'épopée de Marco Polo. En France, à la cour, on sait que le roi François Ier a possédé des porcelaines de Chine dans la première moitié du XVIe siècle. Le cardinal de Richelieu est un collectionneur de porcelaine de Chine, on le sait par son inventaire après décès.
C'est ensuite le cardinal Mazarin qui a possédé plusieurs objets chinois et notamment plusieurs pierres dures chinoises. Il aimait beaucoup, il collectionnait les pierres dures. Il a communiqué ce goût des pierres dures d'ailleurs à Louis XIV, dont il était le parrain. Et je vous montre cette petite coupe en jade chinois qui est conservée aujourd'hui au musée Guimet et qui faisait partie des collections de Mazarin, qui a ensuite à Louis XIV, qui l'a acheté aux descendants de Mazarin. Donc, premiers objets chinois vraiment au XVIIe siècle dans le milieu de la cour de France. Cette fascination pour la Chine, elle va se développer à travers le chantier du Trianon dit de porcelaine à Versailles, dans le parc de Versailles. Vous savez, construit dans le parc du château. Ce petit bâtiment merveilleux qui a malheureusement une vie très courte, puisqu'il est construit en 1670 pour Madame de Montespan, mais il disparaît moins de 20 ans plus tard. Et ce bâtiment était supposé être recouvert de carreaux de faïence, les toits aussi recouverts de vases de faïence en bleu et blanc, à décor bleu et blanc, imitant les porcelaines de Chine. Il est évident qu'à cette époque-là, la France ne maîtrisait pas encore la porcelaine, comme vous le savez. Donc, on avait utilisé le biais de la faïence. On le sait parce qu'on a retrouvé à proximité, le Trianon de porcelaine était situé à l'emplacement du Grand Trianon actuel. Lors de fouilles au XXe siècle, on a retrouvé des fragments de ces objets en faïence qui étaient à la fois des objets plans qui couvraient les murs du pavillon et puis des fragments de vases qui imitent la porcelaine de Chine. On retrouve certains motifs, notamment comme on voit sur les porcelaines d'époque transition en bleu et blanc. L'idée de recouvrir les façades d'un bâtiment de faïence à la manière de la porcelaine venait peut-être de la diffusion de la pagode de Nankin, de cette gravure célèbre de Nieuhof. Nieuhof, c'est un marchand hollandais qui a été en Chine et qui, à la suite après son retour en Europe, publie un livre très intéressant, très illustré, avec certains monuments qu'il a vus en Chine, et notamment cette pagode qui allait avoir un succès fou en Europe, dans beaucoup de pays d'Europe et dans de nombreux domaines des arts décoratifs européens. Mais l'événement qui allait donner une importance considérable à cette fascination pour la Chine, eh bien, c'est la venue des ambassadeurs du Siam à Versailles en 1685. Alors, la venue des ambassadeurs du Siam, alors vous allez me dire, les ambassadeurs du Siam, ils viennent de Thaïlande, ils ne viennent pas de Chine, mais il se trouve que les ambassadeurs du Siam euh, sont venus avec des centaines de cadeaux pour le roi et la famille royale. Et dans les objets apportés par les ambassadeurs, il y avait beaucoup d'objets chinois. Et il y avait notamment des objets en orfèvrerie chinoise. Il y avait aussi des lacs de Chine, on sait des paravents, ouvrages de Pékin, c'est comme ça qu'ils sont indiqués. On a la liste exacte de tous les cadeaux hein, des ambassadeurs du Siam, donc on sait très bien à quoi ils pouvaient ressembler. Des papiers peints. Le papier peint était totalement inconnu à cette époque-là en Europe et a été très, très apprécié. Des pierres dures, des meubles en lac et beaucoup d'objets, 1500 pièces de porcelaine pour le roi notamment, mais il y avait aussi des porcelaines pour le dauphin, la dauphine, le duc de Bourgogne, le duc d'Anjou. Alors, vous avez sur votre gauche un dessin anonyme qui est conservé au musée au département des arts graphiques qui vous montre Louis XIV recevant les ambassadeurs du Siam au bout de la galerie des glaces. Ici, voilà les trois ambassadeurs du Siam, on reconnaît grâce à leur chapeau pointu. Et ici, l'abbé Artus de Lyon, qui avait été missionnaire en Thaïlande, donc qui servait d'interprète dans cette aventure. Et à droite, ici, la gravure qui était réalisée d'après ce dessin et qui illustre un almanach royal. Voilà. Donc, ce dessin et cette gravure sont très intéressants parce que on voit une partie des cadeaux des ambassadeurs du Siam. Je vous le disais tout à l'heure, on devine les canons qui existent encore. Deux des canons sont conservés en Angleterre aujourd'hui. Et il y a quelques années, en 2018, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir à Versailles
un objet provenant des cadeaux des ambassadeurs du Siam, qui est cette petite aiguière en argent rehaussée de vermeil, euh, qui faisait partie des cadeaux de Louis XIV. Alors ça a été un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Et je me suis aperçue que les objets chinois donc, tenaient une importance assez considérable dans les cadeaux des ambassadeurs du Siam, ce qui n'était pas toujours dit jusque-là. Alors, cette petite aiguère, nous avons pu la reconnaître, sa provenance, grâce aux marques qui sont gravées sur le fond, les armes de France, la marque des trois couronnes, qui signifie que ces objets faisaient partie des collections royales d'orfèvrerie, et un numéro d'inventaire du numéro 65. Et il y avait même le poids de l'objet, 2 marcs si gros, ce qui correspond à peu près à 650 grammes, et ce que pèse aujourd'hui cette petite verseuse. Donc ça a été un événement important parce que ça a vraiment attisé le goût pour la Chine et la fascination pour la Chine. Dans les cadeaux du Siam, il y avait donc des cadeaux également pour le grand dauphin, le fils aîné de Louis XIV, et notamment cette petite coupe en jade très belle qui est offerte au grand dauphin, qu'il a immédiatement doté d'une très belle monture réalisée par un orfèvre parisien. Et cette coupe est conservée au musée du Prado. Elle était accompagnée jusqu'à une date récente d'une autre coupe, enfin jusqu'au début du XXe siècle, pardon, d'une autre coupe en jade qui malheureusement a été volé au musée du Prado. Alors, pourquoi ces objets sont-ils arrivés au Prado? Eh bien, parce que le grand dauphin que vous avez sous les yeux était le père du duc d'Anjou, qui est devenu roi sous le nom de Philippe V d'Espagne. Et c'est Philippe V qui a hérité de cette collection de pierres dures de son père. Alors, la mode pour la Chine, le goût pour la Chine ne fait que croître et embellir. Et on sait que au début du mois de janvier 1700, les festivités pour ouvrir le nouveau siècle au château de Marly, qui était cher à Louis XIV, s'ouvrent avec une mascarade chinoise dont la musique avait été créée par Danican Philidor, qui était un compositeur de ce temps. Et les costumes avaient été dessinés, vous en avez un ici, par Jean Bérin. Donc, un événement important. Et tout ce goût pour la Chine va trouver des échos dans la plupart des résidences royales d'Île-de-France, c'est-à-dire Marly, le château du Val, à Saint-Germain-en-Laye, Meudon, Choisy, Bellevue ou encore plus tard Saint-Cloud à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc, alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, si dans les appartements d'apparat du roi, le goût chinois n'est pas forcément visible, c'est plutôt dans la sphère privée que l'on voit ce goût pour l'art chinois. L'un des vecteurs les plus puissants d'introduction de l'art chinois à la cour de France, c'est bien entendu la porcelaine. Je ne vous apprendrai pas que ce matériau a été considéré comme un véritable or blanc jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle, en raison à la fois de sa rareté et du mystère qui entourait sa fabrication. Et si les porcelaines commencent à entrer en petit nombre à l'époque de François Ier dans les collections royales, elles vont devenir beaucoup plus nombreuses à l'époque de Louis XIV, qui possédait des porcelaines de Chine à Versailles, mais également au château du Val, à Saint-Germain-en-Laye ou encore à Marly. Mais les plus grands collectionneurs de ce temps, c'est plutôt le grand dauphin, le duc d'Orléans également, et le prince de Condé, qui collectionne aussi les porcelaines du Japon, comme vous le savez. Ce goût pour les porcelaines de Chine, alors surtout en bleu et blanc à la fin du XVIIe siècle, on le voit constamment dans la peinture française contemporaine, qui a l'image des peintures hollandaises de ce temps, notamment chez quelqu'un comme Desportes, qui très souvent montre des porcelaines de Chine dans ses tableaux de chasse. Alors, les premières porcelaines de Chine donc, parvenues à Versailles sont essentiellement des pièces en bleu et blanc, dont malheureusement on n'a plus trace aujourd'hui. On sait que dans les années 1730-1740, le roi et les grands amateurs de ce temps commencent à préférer des pièces, des céladons ou des pièces ornées de couvertes monochromes, et on va leur adjoindre très systématiquement des montures métalliques extrêmement précieuses. Et
surtout des montures au XVIIIe siècle, des montures en bronze doré. Le bronze doré accentue, évidemment, les montures en bronze doré accentuent la préciosité, hein, des porcelaines de Chine, les acclimatent peut-être au goût français. On s'est souvent interrogé sur cette volonté d'ajouter des montures métalliques précieuses. C'est une habitude qui date du Moyen Âge, hein, et c'est parce qu'on admire beaucoup ces porcelaines qu'on leur ajoute des montures extrêmement précieuses. Alors, quelquefois, il est vrai que ces montures transforment la fonction première des objets. C'est le cas de ce vase en céladon truité, qui est le seul vase de Chine ayant appartenu à Louis XV connu aujourd'hui, alors qu'il en a possédé beaucoup. Et ce vase est transformé en fontaine à parfum par l'adjonction de ces magnifiques bronzes dorés que vous avez sous les yeux. Euh, alors, on sait par exemple que cette fontaine à parfum qui est conservée, qui est revenue à Versailles, qui est placée dans le cabinet de la garde-robe près de la chambre du roi, avait été fournie à Louis XV par le marchand mercier Hébert en 1743. On sait que Louis XV avait acquis d'autres porcelaines de Chine, notamment chez Lazare Duvaux, le célèbre Lazare Duvaux. Il achète par exemple pour le Grand Trianon, alors je cite, euh, plusieurs porcelaines de Chine, notamment en 1755, un gros vase bleu de porcelaine ancienne monté en bronze doré d'or moulu, deux bouteilles de porcelaine vert céladon cannelé montées en bronze doré d'or moulu, qui malheureusement ne sont plus connues aujourd'hui. En revanche, voilà, après Louis XV, Louis XV commande à la fin des années 1730 un service de table en porcelaine de Chine par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes française, qui a pris le relais des compagnies des Indes euh, portugaises puis hollandaises et qui devient très active au XVIIIe siècle. Et ce service qui avait malheureusement totalement disparu de Versailles, qui a été dispersé à l'époque révolutionnaire, eh bien, on a tenté de le faire revenir à Versailles, puisqu'on a pu acquérir récemment quelques pièces de ce service, notamment ces petites terrines qui sont exposées maintenant dans les salles des buffets de Versailles. Alors, Madame de Pompadour s'est montrée, elle, très grand amateur de porcelaine de Chine. Elle a notamment possédé une fontaine à parfum assez proche par sa description de celle de Louis XV que je viens de vous montrer. Et elle était l'heureuse possesseur de cette sublime caisse en porcelaine bleue, motif de bambou, d'une paire qui est aujourd'hui conservée dans les collections royales anglaises et qui est une pièce extrêmement belle. Voilà. Alors, ce goût pour les porcelaines de Chine avec des couvercles monochromes va se poursuivre sous le règne suivant, et notamment sous le règne de Louis XVI, qui va se montrer grand amateur, qui va acquérir, au moment de la vente du duc d'Aumont en 1782, après la mort du duc d'Aumont, il y a une grande vente à Paris, dans l'hôtel d'Aumont, sur la place de la Concorde actuelle, et Louis XVI va acheter plusieurs pièces pour le futur muséum qu'il veut ouvrir au musée du Louvre à Paris, notamment ces deux vases. Ce n'est pas une paire, hein, c'est une fausse paire. Vous voyez que les couleurs sont un peu différentes d'un vase à l'autre et l'un est plus grand que l'autre. Ces deux vases étaient présentés à l'exposition de Pékin et ont eu beaucoup, beaucoup de succès auprès des visiteurs sur des vases qui datent du XIVe siècle, hein, et qui sont très importants par leur dimension, par leur taille, qui ont beaucoup impressionné les visiteurs chinois. Pour l'organisation de l'exposition, Vincent Bastien a identifié un objet formidable qui conservé au musée Guimet, qui est ce vase céladon, qui également provient des collections du duc d'Aumont et acheté de la même façon par Louis XVI à la vente de 1782. Donc ça, c'était tout à fait. Alors, ce vase, comme les deux précédents, provenait des collections de Jean de Julienne et avait été acheté par le duc d'Aumont à la vente de Jean de Julienne, à la vente après décès de Julienne en 1767. Et on sait que le duc d'Aumont avait fait retirer les montures rocailles dont étaient dotés ces vases et remplacées par des montures Nagou néoclassiques beaucoup plus affirmées. Alors, une des stars de l'exposition a été ce tabouret de jardin qui a la même provenance que les objets précédents, qui a appartenu
au duc d'Aumont avant d'appartenir à Louis XVI. Et ce tabouret de jardin transformé en vase qui a beaucoup étonné, beaucoup intéressé nos visiteurs chinois. Euh, c'est un objet tout à fait stupéfiant, hein, et de qualité des bronzes est admirable. Grâce à mes collègues chinois, j'ai découvert que un tabouret de jardin assez proche se trouvait dans les collections du British Museum à Londres, mais non doté de monture. Voilà. Mais cet objet est devenu, a beaucoup intéressé les visiteurs chinois et c'était amusant à observer. Marie-Antoinette partageait le goût de son époux pour les porcelaines de Chine. Elle avait été éduquée dans son enfance à Vienne dans le goût des porcelaines japonaises, que sa mère collectionnait, et des lacs aussi du Japon. Mais elle a aimé aussi les porcelaines de Chine. Et dans les deux lieux les plus précieux de son appartement intérieur, dans le salon doré, se trouvaient ces pièces qui sont aujourd'hui au Louvre, la fameuse fontaine à parfum, les vases, les perroquets, fontaine à parfum qui est constituée de 5 objets réunis à l'instigation d'un marchand mercier pour la reine. Et puis, voilà, un détail tout précis de la fontaine à parfum. Et puis, cette merveilleuse paire de vases d'eau mou transformés en aiguière, sans doute par un des plus grands bronziers de ce temps, Gouttière, dans le goût arabesque, qui sont des objets merveilleux, qui sont conservés dans une collection particulière. Alors, ils avaient été présentés à l'exposition de 2014. Malheureusement, nous n'avons pas pu les faire venir à Pékin. Alors, ce goût pour toutes sortes d'objets chinois, non seulement les porcelaines, mais aussi les papiers peints, les lacs, se voit très bien dans un tableau de Boucher que j'aime beaucoup montrer, qui est aujourd'hui dans la collection Thyssen à Madrid, et qui est la toilette. Et on voit que les papiers peints, notamment les papiers peints, donc, étaient totalement méconnus en France à la fin du XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, ils ont encore beaucoup de succès. Ils servent à réaliser des paravents de ce type, ou des écrans de cheminée, ou des écrans à main. Et puis, vous avez ici des pièces de porcelaine par-ci par-là. Donc, qui montrent ce goût pour la Chine qui se répand abondamment, non seulement dans la grande aristocratie et les grands amateurs français, mais aussi dans la bourgeoisie française. Alors, un autre type d'objet qui a eu un grand succès au XVIIIe siècle, c'est évidemment, ce sont les éventails, hein, les éventails méconnus aussi avant leur introduction en France et très prisés par les dames de la cour. Et beaucoup de portraits représentent des dames à l'éventail. Ici, vous reconnaissez un portrait de Madame Adélaïde Parnatier qui est conservé au château de Versailles. Alors, les lacs de Chine ont été aussi exportés en France. Alors, on exportait des cabinets, des paravents, et les ébénistes français n'hésitaient pas à découper quelquefois ces objets pour utiliser les panneaux de lac pour réaliser des objets, des pièces de mobilier à leur manière. Ici, vous avez un. Alors, ça aussi, c'est une jolie découverte de Vincent Bastien, à qui je voudrais rendre hommage à l'exposition de Pékin. On a présenté cette encommure avec une autre, puisque c'est une paire, qui provient du lac de la Duchesse de Windsor. Et jusqu'à une date récente, on ne connaissait pas très bien l'origine de ces deux encommures. Et Vincent a découvert que ces encommures avaient appartenu au duc de Choiseul-Praslin, ce qui est une très belle provenance. Donc les panneaux de lac ont été utilisés pour le devant, la porte de chacune de ces encommures. Les encommures étaient associées à deux commodes qui sont dans des collections particulières aujourd'hui, mais qui sont encore connues. Alors, qui dit introduction d'objets chinois en France, dit aussi tentative d'imitation, de copie. Alors, on sait, je n'évoquerai pas toute l'histoire de la porcelaine et comment on a tenté de copier les porcelaines de Chine en Europe et en France en particulier. Un mot pour vous dire que ces lacs de Chine, on les a copiés en France également. Et dès la fin du XVIIe siècle, on travaille pour trouver des recettes de vernis à la manière chinoise. Et la famille royale n'a pas été du tout insensible à ce type d'objet, puisque vous avez ici le bureau plat en vernis français, imitant les lacs de Chine rouges,
qui se trouvait dans le cabinet d'angle de l'appartement intérieur du roi à Versailles, donc un des lieux les plus importants du château. Ce bureau a malheureusement été vendu à la Révolution. Il est aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York, où vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, on n'hésite pas à adapter les matériaux chinois à des matériaux français, mais on n'hésite pas à les copier, comme on le voit ici. Et puis, ce goût chinois, eh bien, il va se diffuser dans l'art français, c'est-à-dire que dans un certain nombre de domaines de l'art français, comme soit la peinture, la tapisserie, la porcelaine, on le verra, on finira avec ça, eh bien, les sujets chinois s'introduisent et avec un certain succès et vont avoir du succès jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Je vous montre pour le plaisir une pièce de la première tenture chinoise de Beauvais. La manufacture de Beauvais s'est attelée à réaliser une tenture de 9 pièces dès la fin du XVIIe siècle. Cette pièce est une des plus intéressantes puisqu'elle représente le père Chal, un des jésuites astronomes au service de l'empereur Shunzi. Et on devine ici le petit futur empereur Kangxi qui converse avec le père Verbiest, notre astronome d'origine flamande présent à la cour de Chine. Cette première série sera suivie dans les années 1745-50 d'une seconde tenture chinoise euh, avec moins de pièces, avec 6 pièces, et plusieurs ont été tissées pour le roi et portent les armes de France. C'est le cas de celle que vous avez ici, la pêche chinoise que je vous ai montrée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette seconde tenture qui a fait l'objet d'un envoi en Chine par l'intermédiaire de Ko et Yang. La peinture française ne va pas être insensible à cette influence chinoise. On dit souvent, et depuis l'exposition de Besançon, on le confirme, que c'est Watteau qui est le premier à traiter des sujets chinois dans sa peinture. Ici, un des premiers exemples dans la peinture dans le domaine royal, si vous voulez, qui est ce sujet de chasse chinoise peint par Jean-Baptiste Pater dans le cycle des chasses exotiques commandé par Louis XV en 1736. Alors, vous devinez une pagode au fond du tableau. Dès qu'il y a une pagode, on sait qu'on est en Chine et ça rassure les amateurs. Marie Lesinska n'a pas été non plus insensible à la Chine. Elle s'intéressait beaucoup aux missions jésuites en Chine. Et d'ailleurs, lorsque celles-ci ont été en danger, eh bien, elle les finançait d'une manière un peu clandestine. Quand Ko et Yang sont partis en Chine, eh bien, elle leur a confié quelques subsides pour les missions jésuites de Chine. Et elle va commander pour un cabinet de son appartement intérieur un décor de plusieurs panneaux réalisés par des peintres français, mais avec des sujets chinois. Ces panneaux remplaçant eux-mêmes des papiers peints chinois qui avaient dans un premier temps orné ces cabinets. Voilà deux de ces panneaux qui ont pu être acquis il y a quelques années par le château de Versailles, que vous pouvez voir maintenant à Versailles, celui-ci représentant la foire de Nankin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie Lesinska s'intéressait beaucoup aux missions jésuites en Chine et elle avait dans son appartement intérieur ce tableau de Joseph-Marie Vien qui représente quelque chose qui ne s'est jamais produit, Saint François Xavier qui débarque à la Chine. Vous savez que Saint François Xavier a été en Inde, il aurait voulu partir évangéliser la Chine et il est mort sur un îlot en face de la Chine avant d'y parvenir. Alors, puisque vous êtes membre de la Société des Amis de Sèvres, je ne peux pas terminer cette conférence sans vous parler de l'influence de la Chine sur la porcelaine française et la porcelaine de Vincennes-Sèvres en particulier. J'ai voulu montrer à l'exposition de Pékin la jataponche du grand service bleu céleste de Louis XV parce que je suis persuadée que si Louis XV a choisi ce fond de couleur bleu céleste, c'est une forme d'hommage à la Chine. Vous savez qu'à ce moment-là, les porcelaines à fond bleu céleste ou bleu turquoise, on disait bleu céleste au XVIIIe siècle, ont un immense succès chez les grands amateurs français. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Louis XV a choisi ce fond si difficile à réaliser pour son premier service réalisé donc de 1753
à 1755 à Vincennes et qui est un ensemble tout à fait fabuleux. Les sujets chinois ne manquent pas à la manufacture de Sèvres. Je voudrais vous rappeler que le peintre Dodin, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, est l'auteur de sujets chinois très importants, sur des pièces très importantes, notamment sur le fameux pot-pourri à vaisseau de Madame de Pompadour, qui est aujourd'hui au Louvre, qui était destiné à l'Hôtel d'Évreux, donc l'actuel palais de l'Élysée, qui était une des résidences parisiennes de Madame de Pompadour. Ce vaisseau était accompagné de deux pot-pourris à dauphin qui sont aujourd'hui au musée Getty et qui sont aussi dotés de décors chinois. Le roi lui-même n'a pas été insensible à ces décors chinois puisqu'il a réuni une garniture de 5 vases à décors chinois. Il a acheté une garniture en 1761, également peinte par Dodin euh, en 1761. Alors, les vases du milieu se trouvent aujourd'hui à Detroit, aux États-Unis, dans la collection Dodge, et les vases des extrémités sont au musée du Louvre. Louis XVI lui-même va céder à ce goût chinois dans ses nombreuses acquisitions. Vous savez que Louis XVI est un grand amateur de porcelaine de Sèvres, il a beaucoup soutenu la manufacture et par des commandes très importantes, et notamment en 1775, il commande donc peut-être sur la suggestion de Bertin, une plaque de porcelaine encadrée d'un cadre en bois doré qui représente l'empereur de Chine. Alors, Bertin avait reçu du père Panzi un dessin représentant l'empereur Tianlong et il avait confié ce dessin à la manufacture et c'est le peintre Asselin qui a réalisé cette plaque. Alors, ce qui est très intéressant, dans les archives, on sait que Asselin a réalisé que 3 plaques ont été réalisées avec le portrait de l'empereur de Chine. Une deuxième plaque a été envoyée en Chine, on ne sait pas si elle est parvenue. J'ai questionné mes homologues chinois qui ne la connaissent pas. Et une troisième plaque était destinée à Bertin lui-même et elle n'est plus connue non plus aujourd'hui. Mais oui, il y a peut-être encore des découvertes à faire de ce côté-là. À la suite de l'exécution de cette plaque, eh bien, on a décidé de réaliser ce merveilleux biscuit de l'empereur de Chine et le château de Versailles a pu acquérir très récemment, et je félicite mes successeurs d'avoir acquis cette petite statuette de l'empereur de Chine. Euh, celle que vous avez sous les yeux, c'est celle du musée des arts décoratifs, mais il y en a maintenant une à Versailles. Et puis, les décors chinois vont se développer sur des vases très importants, de très beaux vases acquis à la fois par Marie-Antoinette et Louis XVI. Ici, une garniture de 3 vases œufs achetés par Marie-Antoinette, décorée de décors chinois par Léco, qui est un peintre qui s'est un peu spécialisé dans ce registre magnifiquement. Et ces vases sont à Versailles aujourd'hui, dans le cabinet doré de la reine. On sait que Louis XVI a acheté en 1779 ces 3 vases œufs à fond lilas magnifiques qu'il les a offerts à Madame Élisabeth, sa sœur. Et aujourd'hui, le vase central se trouve à l'Ermitage et les 2 vases de côté nous avons pu les acquérir il y a quelques années pour Versailles. On les avait réunis en 2014, ça avait été un très beau moment et vous les avez tous 3 sous les yeux. En 1780, Louis XVI achète ces vases jardins qui sont dotés à l'avant de décors chinois et à l'arrière d'oiseaux chinois. Et plus récemment, nous avons pu acquérir ces vases du Plessis qui accompagnaient les 2 vases précédents dans la chambre du roi, dans le grand appartement du roi. Et, pardon, ma photo est très floue, je suis désolée. Et on devine ces très beaux oiseaux chinois sur la face antérieure. Alors, là aussi, petite découverte, je me suis interrogée sur l'existence de ces oiseaux. Est-ce qu'ils existent vraiment ou sont-ils des oiseaux de fantaisie? Et lors d'une visite que j'ai faite pour des journalistes à Pékin, au moment de l'exposition, bien une dame qui connaissait visiblement très bien le monde des oiseaux m'a dit, mais ces oiseaux existent. Et elle m'a donné quelques pistes pour les retrouver, et notamment les publications du père Boime, qui était un jésuite polonais, qui était présent en Chine au XVIIIe siècle et qui a publié un livre sur la flore et la faune et la flore chinoise. Et l'on voit certains de ces oiseaux. Alors, je ne vous dis pas que ce sont ceux qui sont représentés, mais pour elle, ces oiseaux existent bien dans la réalité.
certaines pièces destinées au roi représentent des sujets très intéressants. Alors, ce cabaret avait été présenté à l'exposition de 2014 pour des raisons évidentes, il est conservé à Saint-Pétersbourg, il n'a pas pu être présenté en Chine en 2024. Mais la scène peinte, et ça c'est encore là encore Vincent Bastien qui l'a identifié, la scène peinte représente la culture du riz selon un ouvrage, un album commandé par l'empereur lui-même. Donc ça, c'était très intéressant parce que ça montre que les peintres français ne pouvaient peindre des choses, des sujets chinois vraiment réels et n'inventaient pas complètement ces sujets. Pour terminer avec ce très beau vase de Madame Adélaïde à Versailles qui date de 1783 avec des têtes chinois, qu'on appelle le vase chinois, qui était accompagné de 4 autres vases aujourd'hui dispersés malheureusement. Alors, je terminerai par là, parce que je vois que l'heure tourne beaucoup. La dernière petite découverte que nous avons faite, voilà, on dit toujours les Français ont voulu copier la Chine dans le domaine de la porcelaine. Il y a un domaine où les Chinois ont cherché à nous imiter, c'est le domaine de l'émail. Euh, Quelle fut ma surprise, et c'est une découverte récente de nos collègues chinois. Vous avez ici une petite théière en émail, peint sur or, et qui paraît chinoise au premier abord. En réalité, cette théière a été réalisée, la voici par-dessus, elle a été réalisée par l'émailleur Coteau à Paris. Alors, comment est-elle arrivée en Chine? Eh bien, l'empereur Qianlong aimait beaucoup l'émail, mais il voyait que les artisans qui travaillaient à la cour de la cité interdite ne maîtrisaient pas l'émail translucide comme les émailleurs français. Donc, il a commandé en 1782 plusieurs objets en France, à Paris, à l'émailleur Coteau. Et ces objets sont arrivés en 1783 à Pékin. Voilà. Et c'est une découverte récente de nos collègues chinois qui pensaient que cet objet était chinois jusqu'à ce qu'ils découvrent la signature de Coteau et qu'ils découvrent aussi des poinçons d'orfèvrerie français. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et amusant. Voilà, alors je terminerai très vite ces images. À l'exposition de Pékin était évoqué aussi le goût pour les jardins anglo-chinois qui naît à Paris, en Île-de-France, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et pour ce qui concerne Versailles, évidemment, dans le parc du Petit Trianon, totalement modifié pour Marie-Antoinette par Richard Mink, euh, comme vous le voyez ici. Voilà. Et vous savez que il y avait un jeu de bagues chinois à proximité du Petit Trianon qui a été détruit pendant la Révolution. Alors ce goût pour les jardins chinois, les kiosques chinois, n'est pas propre à la France. Alors en France, il demeure très peu d'objets de ce type, hein. Ici, c'est le kiosque chinois de l'Isle-Adam. Il y en a en revanche en Europe beaucoup plus de maisons chinoises ou de pavillons chinoises existent encore. Vous retrouvez ici la maison chinoise de Potsdam ou alors la maison chinoise de Drottningholm en Suède. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Catherine m'a demandé de vous montrer cette image qui annonce la prochaine conversation céramique qui aura lieu le 24 juin de cette année. Voilà. Merci de votre attention. Merci Marie-Laure pour cette intervention vraiment érudite et passionnante. À l'image de votre exposition, je vous dis, j'y suis allé et c'était vraiment formidable. Alors oui, Alex, alors je vous invite à poser vos questions via le chat rapidement. Et effectivement, Marie-Laure a parlé, donc la prochaine intervention, c'est le 24 juin. C'est Alexandre Girard Muscagori, qui est conservateur au Musée de la musique et qui nous parlera alors d'un autre sujet, Victor Solcher et les archives de l'art céramique du terrain abolitionniste au musée de Sèvres. Marie-Laure, peut-être vous pouvez arrêter le partage d'écran et nous vous Oui. verrons. Alors, moi, j'avais une question en fait. C'est vrai que les lettrés, les souverains chinois, en fait, ce qu'ils aiment dans la céramique orientale, ce sont les pièces monochromes. Et j'ai l'impression qu'en fait, qu'on a envoyé finalement à la cour de France souvent des pièces uniquement monochromes, alors que c'était l'époque Kangxi, par exemple, pour Louis XIV, où il y avait des pièces, la famille verte, c'était des pièces très colorées. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui, pour moi, est un mystère. C'est-à-dire que les pièces monochromes que je vous ai montrées, notamment les vases du duc d'Aumont, Céladon, aujourd'hui, on ignore totalement à quelle époque ils sont parvenus en Europe et en France. On ne sait pas, peut-être est-ce
bien avant le XVIIIe siècle. C'est très difficile. Donc, je ne saurais pas répondre à votre question. Alors, il y a une vraie évolution du goût français. Effectivement, dans les années 1730, après le goût du bleu et blanc disparaît et on aime la famille verte, la famille rose. Mais dès les années 1740, 1750, on voit que les grands amateurs achètent plutôt des pièces monochromes. Ça, c'est exact. Mais on n'arrive pas à savoir aujourd'hui quand ces fameux vases du duc d'Aumont sont parvenus en France. Ça, c'est une vraie question. Si quelqu'un a des lumières là-dessus, je serais très heureuse d'en profiter. Donc en fait, les pièces de la famille verte, donc polychromie, etc., avec plein de dessins, il n'y en a pas dans la cour, enfin dans les archives qui... Non, à ma Rien. connaissance, non. À ma D'accord. connaissance, non. Ok. Et je voulais vous demander également, là, vous disiez donc Daumont, en fait, sa collection, elle venait de Jean de Julienne. La Beaucoup collection. de pièces venaient de la collection de Jean de Julienne, qui était un très, qui, outre avoir été était le protecteur de Watteau, était un grand collectionneur de porcelaine de Chine. Et à sa mort, il y a eu une grande vente à Paris après décès. Et Luc de Mont a acheté de très nombreuses pièces lors de cette Et, vente. Voilà. et ils sortaient d'où ces pièces? Voilà, il les avait achetées, on Alors, ne sait pas. c'était des pièces d'importation, d'exportation, hein, envoyées peut-être certaines venues dès le XVIIe siècle par le biais de la Compagnie des Indes néerlandaise, hein, c'est très possible. Vous savez, à ce moment-là, les marchands français, les marchands merciers allaient s'approvisionner aux Pays-Bas et vendaient la marchandise à Paris, chez eux, hein. Donc, là, ça nous mènerait trop loin de Oui, oui, parler oui, des bien sûr, collections de Jean c'est de Julien. prenant. Et alors, juste une C'est un dernière vrai chose. sujet en soi. C'est un vrai sujet en soi. Alors, c'est Mm. vrai que, pour être brève, à Pékin, effectivement, lors du vernissage, enfin, j'avais vu, il y avait plusieurs pièces également qui étaient des pièces de Sèvres qui venaient de Bertin. Et il y avait des tasses, etc. Et c'était intéressant, en fait, de signaler le fait qu'il y avait certains éléments qui étaient aujourd'hui conservés au National Palace Museum de Taipei. Oui. Alors, Hein, très juste. Il y a des pièces des années 1780 qui sont des envois postérieurs encore. Et certains ensembles ont été partagés entre Taipei et au moment où Chiang Kai-shek est parti à Taïwan, il a emmené beaucoup d'objets, comme on le sait, et certaines pièces ont pu être divisées. Certains ensembles ont été oui, divisés à ce moment-là, oui, oui, bien effectivement. sûr. Voilà, voilà. Bon, eh bien, Mais ce sont Marie-Laure, des témoignages, certaines pièces, nous ne les connaissions pas. Et là aussi, il y avait pas mal de nouveautés et de belles surprises. absolument extraordinaire cette exposition. Bravo pour toutes ces découvertes. Passionnant, on peut le dire. Ah ouais. Merci. Merci Merci. Marie-Laure. Merci mille fois. Et Merci. bonsoir à tous et Merci à vous. rendez-vous le 23 juin pour notre prochaine conférence. Merci, Merci Catherine. Marie-Laure. Merci Et beaucoup. merci à tous pour votre écoute. Voilà. Et merci à tous. Merci beaucoup. Beaucoup de, voilà, de merci de nos adhérents. Merci encore. Au revoir Marie-Laure. Au revoir, Catherine.